Bonjour à tous, nouveau lundi, nouvelle semaine, de nouvelles opportunités. Nous commençons aujourd'hui avec une vidéo incroyable de la Légion de la Liberté russe qui regroupe des Russes combattant pour les forces armées ukrainiennes sous leur propre unité. Ils sont tristement célèbres pour leur combat derrière les lignes ennemies, menant des raids de sabotage et combattant en Russie. Cette vidéo, filmée en décembre 2025, était un cadeau de Noël pour les Russes. Près de Kharkiv, la Légion de la Liberté russe a avancé de 7 km derrière les lignes ennemies et détruit un champ, dépôt de munitions et tout le personnel qui s'y trouvait. Regardons la vidéo, c'est vraiment du travail de force spécial. Vous voyez, ils portent des tenues de camouflage d'hiver, ils marchent dans ces bois. C'est assez terne et ennuyeux jusqu'à ce que vous voyez ça. Les voilà en train de traverser la frontière pour entrer dans la Fédération de Russie. Ils trouvent le dépôt de munitions de campagne. Voici l'emplacement, Kolubivka. Je ne sais pas vraiment quelles conséquences je peux vous montrer. Voici les conséquences. Tout est flouté, d'accord, mais il y a de bons Russes dans cette vidéo, de très bons Russes, et ils sont toujours dans leurs lits superposés. Ils étaient dans des lits superposés et sont maintenant de bons Russes, toujours là. Si vous savez, vous savez. Et toutes les munitions que la Légion ICA Svoboda a trouvées sont maintenant scotchées ensemble en une seule colonne. Évidemment, ça va être réduit en miettes, soufflé en morceaux, mais c'est vraiment des trucs de force spéciale. Et ça se passe en ce moment, c'est fou. On pourrait penser qu'on ne voit plus ce genre de choses. 4 ans après le début de la guerre, mais si, on en voit encore. Pour la deuxième vidéo, pour commencer votre nouvelle semaine et débuter février 2026. C'est un soldat russe qui a fui une position russe. Les Russes sanctionnent très sévèrement ceux qui abandonnent leur poste ou fuient le champ de bataille. Donc dans ce cas précis, ils ont choisi de l'attacher et de le frapper avec un godemiché. Pourquoi tu cours, espèce de salaud? Pourquoi tu cours? Et il est en train de le frapper avec un godemiché? Je veux dire, est-ce que chaque brigade russe passe cette commande une fois par an? Leur commande habituelle de godemiché, tu vois? Les plus grandes entreprises de godemiché livrent régulièrement leurs produits aux brigades russes pour leur commande annuelle, utilisée comme punition ou autre. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais c'est ce qu'ils font. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça, que je les vois faire ça, donc ils aiment vraiment leur godemiché. Et pour la troisième vidéo, on regarde encore une fois l'armée russe. Ils ont de nouveaux jouets, des quads. Si tu passes trop vite dans une flaque en territoire occupé, tu fais un petit numéro de cirque comme ça. Renversement. Ouais, ils reçoivent ces nouveaux quads chinois et ils ne s'entraînent pas vraiment avec, tu vois, ils ne s'exercent pas avec. Ils attaquent immédiatement, plein gaz. Ce qui devait arriver arrive. Ils servent de nourriture aux drones ukrainiens. Ils ont réussi à le remettre sur ses roues, mais les drones vont arriver d'une seconde à l'autre. On voit toujours ces instants avant que l'écran se fige, on sait que ça a explosé. On a eu 2 derniers instants légendaires. Comme les Ukrainiens l'appellent, c'est le Yobluk du jour. L'un d'eux essaie d'utiliser une pierre contre le drone ukrainien. C'est une tactique très primitive. Même les singes l'utilisaient il y a 1 million d'années. Les espèces avant Homo sapiens, je suppose que les Néandertaliens utilisaient ces pierres de cette façon. C'est un singe, un soldat primitif, utilisant une pierre contre un drone juste à côté. Nous avons un soldat russe moderne en camouflage d'hiver, armé d'un fusil d'assaut automatique et équipé. Mais il choisit d'utiliser son sabre Jedi, un bâton contre le drone. Ces derniers instants montrent toujours les choix qu'ils font. Aussi, nous en avons beaucoup vu. Nouvelle vidéo des pingouins de Donetsk. Voilà leur apparence. De nombreuses vidéos de drones ukrainiens montrent des Russes neutralisés à Donetsk. Voilà le résultat. C'est comme un poncho anti-drone, anti-caméra thermique que les Russes achètent sur Temu ou revendent depuis Temu sur ce marché russe. Leurs femmes achètent ça, leur envoient au front, ils le portent et ressemblent à des pingouins perdus. C'est fou et on a déjà de nombreuses vidéos dessus. Les images que je vais vous montrer datent de 4 ans.
Cela date du 24 février 2022. Regardons-la avant que je vous explique ce que c'est. C'est impressionnant. Regardez 1, 2, 3, 4. Des hélicoptères survolent une étendue d'eau gelée. Un 5e est ici. Verra-t-on un 6e? Non, il ressemble à... Laissez-moi deviner si je peux vérifier de quels hélicoptères il s'agit. Est-ce que j'ai un K-52 Alligator? Non, en fait, je ne l'ai pas. Des hélicoptères tentent actuellement d'atteindre Hostomel, près de Kiev, à 30 km, et s'y dirigent. Premières heures de la guerre, un Ukrainien filme ces hélicoptères. Regardez la vidéo précédente que nous venons de voir, mais que nous n'avons pas réalisée. Cette vidéo, filmée par l'homme, a été publiée il y a quelques jours. C'est ce que j'ai vu le 24 février 2022, et cela m'a choqué. C'est ce que tous ont vu, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce n'est tout simplement pas le cas. Il compte combien d'hélicoptères? Il y en a 16, déjà 17 hélicoptères, et l'un d'eux est abattu juste sous nos yeux. Oui, cet Ukrainien lui aussi est vraiment heureux. Je me souviens avoir été vraiment heureux en voyant cette explosion. La majorité d'entre eux a atterri à Donetsk, à l'aéroport de Hostomel. Et 24 heures plus tard, la plupart de ces gars étaient de bons Russes. Mais oui, cette partie que nous avons regardée vient d'être publiée, elle est nouvelle, et c'est ce que nous avons vu il y a 4 ans. Donc oui, je suis content de voir cette partie. Ça a l'air vraiment bien et très hollywoodien, mais si tu sais ce que c'est vraiment, alors oui. 24 heures plus tard, tous ces hélicoptères, tous ces hommes, ont été transformés en engrais pour l'aéroport de Hostomel, les pelouses. Je suppose que oui, maintenant on parle de Cuba et des États-Unis. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que l'un des plus grands blogueurs militaires russes, Rebar, a publié cette photo. C'est un drone russe Shahad ou Keran, porté de Cuba et Cavano jusqu'à la Floride et la côte américaine, comme vous le voyez. C'est lié à la Russie car Cuba est soutenu par le Venezuela et la Russie. Depuis que Trump a manigancé avec Maduro et le Venezuela, ce pays ne soutient plus Cuba à cause du gouvernement intérimaire. Les États-Unis ont imposé un embargo et bloqué le carburant à Cuba, qui traverse actuellement de grandes difficultés. Donc maintenant, Rebar joue avec l'idée de « d'accord, envoyons beaucoup de drones, gérons Shahad à Cuba ». Et puis il énumère toutes ces cibles. Ces cibles sont à la portée des drones Shahad. Corpus Christi, Baytown, Texas City, Galveston, Beaumont, Sweeney, Phillips, Port Arthur, Lake Charles, Baton Rouge, Garyville. Il place aussi Mar-a-Lago, la résidence de Trump, sur cette carte, ce qui, à mon avis, en ferait une cible acceptable. Eh bien, cela devrait mobiliser des millions d'Américains qui vivent dans cette zone. Je veux dire, les Ukrainiens vivent cela tous les jours, ils reçoivent des drones Shahad chaque jour. Cuba accueillerait sûrement ces drones guérons, car ils sont très anti-américains. Et en ce moment, Trump va s'asseoir avec l'administration, avec la direction de Cuba, et ils vont en discuter. Ça va se passer aujourd'hui, en fait. Cette photo énerve certains Russes qui apprécient la situation, et cela devrait alerter de nombreux Américains. Les Américains ont beaucoup, mais n'ont pas tout accompli. L'administration n'a pas tout fait contre la Russie. Les sanctions émises en 2025 à l'automne contre les 2 plus grandes compagnies russes d'exportation de pétrole ont vraiment frappé fort. Elles ont eu un grand effet. Lukoil, par exemple, a été contraint de vendre beaucoup de ses actifs étrangers, de ses raffineries ou silos à pétrole à des pays locaux où ils se trouvent, en Irak comme en Moldavie en Transnistrie. Cela a également forcé la Russie à utiliser encore plus de pétroliers de la flotte fantôme. Par exemple, voici une carte du 2 février, au moment où elle a été réalisée. Tous les pétroliers apatrides, c'est-à-dire les pétroliers sans assurance et sans pavillon national, dans les eaux européennes ou à proximité. Ce sont tous les pétroliers sous sanctions américaines et européennes que ces pays pourraient en saisir. Nous ne l'avons pas fait, voyez, l'Estonie en a quelques-uns ici. Nous en avons un près de la Lettonie, dans les eaux territoriales polonaises et allemandes, dans le détroit danois. Nombreux traversent la Manche, responsabilité de la France et de l'Angleterre.
Il y a beaucoup de choses que nous et les États-Unis n'avons pas faites, notamment en Europe. Tous ces pétroliers sont apatrides, ils sont illégaux, ils sont sanctionnés et les pays européens ont le droit de les saisir, de les détenir et de poursuivre l'équipage. Je pense que nous devrions le faire. J'attends vraiment cela avec impatience. Mais est-ce que tu le savais? Les Russes comptent trop beaucoup sur Starlink avec leurs drones de reconnaissance, avec leurs drones d'attaque et aussi pour leur accès à Internet sur les lignes de front. Eh bien, cela va bientôt changer. Depuis la nomination du nouveau ministre de la Défense en Ukraine, les choses ont évolué. Mikhailo Fyodorov entretient de meilleures relations avec Elon Musk que ses prédécesseurs. Elon Musk possède Starlink, dont Russes et Ukrainiens dépendent largement pour presque toutes les connexions sur le front, que ce soit pour les drones ou Internet. Maintenant, Mikhailov soulève enfin cette question auprès d'Elon, et Elon lui répond effectivement. Elon dit « Nos mesures contre l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie semblent efficaces. Dites-nous si d'autres actions sont nécessaires. » Et Mikhailo Fedorov se montre très amical avec lui dans ce message. Et bien sûr, ils en ont besoin, car Starlink est un acteur majeur, vraiment majeur dans cette guerre pour les deux camps. Et pour l'instant, il semble qu'Elon ait pris des mesures pour le désactiver pour les Russes et le laisser actif pour les Ukrainiens. Ce qui est une nouvelle vraiment incroyable. Des indications. La limitation à 90 km/h fait partie d'un ensemble de mesures pour empêcher la Russie d'utiliser Starlink. Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est que chaque drone utilisant Starlink au-dessus de l'Ukraine, qu'il soit ukrainien ou russe, ils vont couper leur connexion Starlink. S'ils dépassent qu'en 90 km/h, Starlink se coupera pour eux. C'est une arme générale affectant aussi les drones ukrainiens, mais elle nuit davantage aux Russes et ce n'est qu'une première étape. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils exigent que chaque brigade ukrainienne enregistre ses Starlink, puis les enregistre directement auprès de Starlink. Ils seront laissés sur les Starlink des autres, qui sont éteints ou non enregistrés. En Ukraine et dans les zones occupées par la Russie, ils seront désactivés, mais les Starlinks officiels de l'armée ukrainienne resteront actifs. Le reste, non, et cela devrait arriver sous une semaine. C'est un coup dur pour les Russes, mais aussi pour les Ukrainiens qui ne pourront pas enregistrer leur Starlink. Ils perdront aussi la connexion, mais les Russes la perdront tous, ce qui est énorme, et ils n'aiment pas ça du tout. Le nouveau ministre de la Défense ukrainien révolutionne déjà le champ de bataille. Ceci est une conversation de groupe russe. Mikhail Fedorov a lancé un processus pour contrer notre attaque. Les drones en Ukraine utilisent Starlink, et pour combattre sur le terrain d'Internet via ce même Starlink, nous constatons actuellement un ralentissement du fonctionnement des terminaux Starlink. Nos drones avec terminaux sont désormais plus vulnérables aux défenses aériennes ennemies et leur vitesse a chuté à 75 km/h. Oui, donc s'ils ne veulent pas que leur connexion soit coupée, les drones voleront à 75 km/h. Ce qui les rend vraiment lents et beaucoup plus faciles à abattre pour la défense aérienne ukrainienne dans n'importe quelle zone. C'est une cible très lente pour la défense aérienne. On s'attend aussi à ce que les terminaux russes cessent de fonctionner. Voici pourquoi il est impossible de bloquer uniquement nos terminaux pour l'instant. De nombreux terminaux non enregistrés existent des deux côtés, chez nous et chez l'ennemi en Ukraine. Par conséquent, désactiver tous les terminaux avec le drapeau noir signifierait aussi couper la connexion Internet de l'Ukraine. C'est pour cela qu'ils procèdent à l'enregistrement. Actuellement, chaque brigade enregistre ses Starlink, certains restant non déclarés ou non enregistrés. Après cela, ils désactiveront tout en Ukraine, sauf ce qui est enregistré, seuls les officiels des brigades fonctionneront. Cela signifie que les Russes perdront la connectivité. Cela ne s'est pas produit au cours des 4 dernières années. Depuis 4 ans, les Russes ont Internet et la connectivité sur les lignes de front grâce à Starlink. Les Russes deviennent fous, même Zolovia l'a mentionné. Je veux juste regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parfois un homme drôle. Voyons son avis. Elon Musk fait quelques pas vers l'Ukraine. J'aimerais aussi attirer votre attention sur l'amour colossal entre Elon Musk et ce vaurien meurtrier, voleur et russophobe. L'actuel ministre de la Défense de l'Ukraine. Sacré étiquetage.
Fyodorov qui, je le rappelle, appelle à tuer 50 000 Russes. Et Musk est prêt à lui apporter un soutien total en bloquant certaines fonctionnalités pour lesquelles, d'ailleurs, il touche de l'argent de Starlink. Et ici, il ne devrait y avoir aucune illusion. Starlink n'est pas une entreprise indépendante. Lorsque Musk a été directement interrogé sur la raison pour laquelle des étrangers, mais uniquement des détenteurs de cartes vertes, ne travaillent pas dans cette structure, cela a été mentionné dans un certain nombre de projets. D'accord, il continue à bavarder sur tout et n'importe quoi. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas trop vous embrouiller dès lundi car c'est une émission russe, mais oui, les Russes sont vraiment en colère à ce sujet. Parce que c'est un besoin et une capacité énormes qu'ils n'ont pas pu combler. Et les Ukrainiens non plus, mais Starlink y parvient. Elon n'a pas entrepris ces démarches auprès des Ukrainiens. Il n'a pas cherché à désactiver les Starlink russes. Mais maintenant, grâce au nouveau ministre ukrainien de la Défense qui fait des merveilles avec Elon, ils ont trouvé un accord et les Russes vont être plongés dans le noir. Les gens demandent quel facteur ou système d'armes décide de cette guerre, mais aucun système d'armes ne la change seul. Mais un grand changement vient du fait que Starlink coupe la connectivité du renseignement pour les Russes. C'est l'un des aspects majeurs dont vous avez besoin pour mener une guerre avec succès, et les Russes vont perdre cela. Ce n'est pas décisif, mais c'est un grand changement. Voilà mes amis, c'était la première vidéo de février et de ce lundi. Je vous retrouve mercredi, alors abonnez-vous. D'ici là, Slava Ukraina et au revoir.